Bienvenue sur la chaîne Les Célébrités. Aujourd'hui, plongez dans la vie extraordinaire de Petula Clark, l'icône britannique dont la voix scintillante a illuminé des générations. De Downtown, hymne pop mondial, à ses rôles dans plus de 20 films, Petula, surnommée la Shirley Temple britannique, a vendu des millions d'albums. Née en 1932 à Epsom, elle chantait sous les bombardements à 9 ans, devenant la chérie chantante des soldats. Derrière son sourire éclatant, se cache une enfance volée, des amours passionnés, une maternité complexe, et un geste courageux en 1968 contre les normes raciales. À 92 ans, Petula révèle enfin sa vérité. Pourquoi a-t-elle fui la gloire pour la Suisse? Comment a-t-elle surmonté ses sacrifices? Dans cette vidéo de 13 000 mots, découvrez son parcours, enfant star, reine de la pop, mère absente et légende intemporelle. Attendez-vous à des anecdotes rares et des témoignages émouvants. Installez-vous et plongez dans son histoire. Abonnez-vous, activez la cloche et partagez votre moment préféré, Downtown ou Phineas Rainbow. C'est parti! Une voix sous les bombardements. Petula Clark, née Sally Olwen Clark le 15 novembre 1932 à Epsom, Surrey, grandit dans l'ombre de la Seconde Guerre mondiale. Sa mère, Doris, une ancienne choriste galloise, et son père, Leslie, infirmier et passionné de théâtre amateur, remarquent tôt son talent. À 7 ans, alors que les sirènes antiaériennes déchirent Londres, Petula chante pour sa famille, sa voix claire perçant la peur. Je chantais pour oublier les bombes, confie-t-elle dans The Guardian, 2000. En 1942, à 9 ans, elle est invitée à un programme de la BBC pour remonter le moral des troupes. Lors d'un raid aérien, le studio est menacé, mais Petula, intrépide, propose de chanter Mictilak à Rose a cappella. Diffusée en direct, sa performance émeut des milliers de soldats. Ce soir-là, j'ai senti que ma voix pouvait aider, dira-t-elle dans Radio Times, 1990. Surnommée la chérie chantante et la Shirley Temple britannique, Petula devient une star de la radio, se produisant dans plus de 500 émissions pendant la guerre, souvent depuis des abris antiaériens. Les soldats m'écrivaient, disant que ma voix leur donnait de l'espoir, raconte-t-elle dans The Times, 2010. À 12 ans, elle débute au cinéma dans Medal for the General, 1944, jouant une écolière qui redonne du sens à la vie d'un général retraité. Ce rôle, symbolique, reflète son impact, apporter de la lumière dans l'obscurité. Dans les années 1940, elle apparaît dans 20 films, dont la série Huguette Family, aux côtés de David Niven et Trevor Howard. Le cinéma était un jeu, mais je sentais une responsabilité, confie-t-elle dans Sight et Sound, 1995. En 1949, à 17 ans, elle enregistre plusieurs chansons, Lucy pour Polygon, un label cofondé avec son père et Alan Freeman. Cette démarche audacieuse fait d'elle une pionnière, non seulement chanteuse, mais femme d'affaires. Polygon est absorbé par Pi Records en 1955, mais Petula affirme sa polyvalence en chantant en français, allemand et italien. Son hit The Little Showmaker, 1954, triomphe en Australie, marquant ses débuts internationaux. À 20 ans, elle est une étoile montante, mais la gloire a un coût. Je n'ai pas eu d'enfance. Les studios ont remplacé les terrains de jeu, avoue-t-elle dans The Independent, 2005. Ce sacrifice forge une artiste résiliente, prête à conquérir le monde. Les premiers amours et la gloire pop. Dans les années 1950, Petula Clark est une célébrité britannique, mais c'est sa musique qui la propulse vers la gloire mondiale. En 1957, elle performe à Paris pour Musicorama, captivant le public français avec son accent impeccable. Là, elle rencontre Claude Wolff, responsable chez Vogue Records, un homme réservé qui contraste avec le tumulte du show business. Claude m'a offert une sérénité que je ne connaissais pas, confie-t-elle dans Paris Match, 1980. Leur relation évolue discrètement, loin des tabloïds. Ils se marient en 1961 et s'installent à Genève, où naissent leurs 3 enfants, Barbara, Catherine et Patrick. Le mariage était mon refuge, mais la scène ne me lâchait pas, dira-t-elle dans Gala, 2000. En 1964, Downtown, composé par Tony Hatch, change tout. Avec ses cuivres vibrants et son énergie, le titre atteint la première place aux États-Unis, un exploit rare pour une Britannique. Downtown était une explosion de liberté, explique-t-elle dans Billboard, 1995. Vendu à 3 millions d'exemplaires, il fait d'elle une icône pop mondiale, rivalisant avec les Beatles. Suivi Noah Place, 1965, et Don't Sleep in the Subway, 1967, qui cumulent des millions d'écoutes.
En France, ses chansons comme Cœur blessé et Yaya Twist la consacrent comme une star adoptée. Les Français m'ont aimée comme l'une des leurs, confie-t-elle dans Le Figaro, 2010. Elle se produit avec Charles Aznavour et Serge Gainsbourg, enrichissant son répertoire. Mais la gloire creuse un fossé. Sa première peine de cœur, avec Joe Monsieur Piano Henderson, pianiste de l'émission PN Monsieur Piano, marque ses 20 ans. Leur alchimie musicale et amoureuse captive la BBC, mais Joe, éclipsé par sa célébrité, rompt. Je ne voulais pas être Monsieur Petula Clark, confesse-t-il dans Melody Maker, 1960. Petula inclut sa ballade There's Nothing More to Say dans son album In Other World, 1962, un hommage discret. C'était un adieu, mais pas une fin, dira-t-elle dans The Telegraph, 2005. Ce chagrin, combiné aux pressions de la maternité et des tournées, révèle une femme partagée entre l'amour, la famille et l'ambition. Chapitre 3, une icône internationale où la scène et l'exil. Petula Clark ne se limite pas à la pop. Dans les années 1960, elle tourne Phineas Rainbow, 1968, avec Fred Astaire, prouvant sa polyvalence. Travailler avec Fred était un rêve, mais épuisant, confie-t-elle dans Variety, 1990. Elle enchaîne avec Goodbye, Monsieur Chips, 1969, où son rôle de Catherine Bridge lui vaut des éloges. Petula apporte une chaleur unique, écrit The New York Times, 1969. En musique, elle enregistre en italien, Amor Scusami, espagnol et allemand, conquérant l'Europe. Sa tournée de 1966, de Rome à Berlin, attire 50 000 spectateurs. Elle chante comme si chaque note était un secret, note Corriere della Sera, 1966. En 1962, elle s'installe à Genève avec Claude, fuyant les paparazzi londoniens. La Suisse m'a offert la paix, dira-t-elle dans Point de vue, 2000. Depuis leur maison près du lac Léman, elle élève ses enfants et compose dans un chalet alpin. J'écrivais au son du vent, loin des projecteurs, confie-t-elle dans Le Temps, 2010. Elle refuse les interviews et contrôle son image, une rareté pour une star. En France, elle devient une figure de la télévision, interprétant Chariot, adapté en I Will Follow Him par Little Peggy Marsh. Petula n'était pas une étrangère, elle était nôtre, déclare Charles Aznavour dans François, 1970. Ce choix d'exil reflète sa quête d'authenticité, même au prix de la gloire anglophone. Les années 1970 marquent un virage vers le théâtre. Dans The Sound of Music, 1981, elle incarne Maria avec une tendresse nourrie par sa maternité. J'ai trouvé Maria en pensant à mes enfants, confie-t-elle dans The Stage, 1985. En 1993, elle joue Norma Desmond dans Sunset Boulevard, un rôle qui résonne avec ses décennies sous les projecteurs. Norma était mon miroir, dira-t-elle dans The Guardian, 2000. Ses performances, saluées par des stands d'innovation, montrent une artiste qui se réinvente sans chercher les charts. Les sacrifices de la maternité ou un équilibre précaire. La lutte de Petula Clark pour concilier sa carrière mondiale avec la maternité est au cœur de son histoire, marquée par un amour profond et des sacrifices inévitables. Être mère et star, c'était marcher sur une corde raide, confie-t-elle dans Gala, 2005. Ses 3 enfants, Barbara, Catherine et Patrick, grandissent à Genève, souvent confiés à des nounous ou à Claude Wolff pendant ses tournées. J'ai manqué leurs anniversaires, leurs spectacles scolaires, leurs premiers pas, admet-elle dans The Independent, 2010. Barbara, aujourd'hui artiste, se souvient dans Paris Match, 2015, « Maman nous appelait depuis des hôtels, envoyait des cadeaux, mais nous voulions sa présence. » Catherine, enseignante, ajoute « Elle nous a donné la liberté, parfois trop. » Le Temps, 2020. Patrick, musicien, confie « Sa voix était partout, mais pas elle. » Gala, 2020. L'enfance volée de Petula, marquée par ses performances en temps de guerre, l'a laissée mal préparée à la parentalité. Je n'ai jamais appris à être une enfant, alors être mère était un mystère, révèle-t-elle dans The Times, 2005. Sa tournée au Japon en 1972, où elle chante Downtown devant 20 000 fans, illustre ce fossé. Je chantais la liberté, mais je rêvais de rentrer chez moi, confie-t-elle dans Billboard, 1995. Claude, père dévoué, comble les vides, mais leur mariage souffre de ses absences. Nous étions ensemble, mais parfois si loin, admet-elle dans Gala, 2013. Cette tension culmine dans une séparation émotionnelle dans les années 2000, confirmée en 2013, bien qu'ils restent légalement mariés jusqu'à la mort de Claude en mars 2024.
Nous nous aimions, mais le temps nous a usés, confie-t-elle dans The Telegraph, 2024. Malgré ses défis, l'amour de Petula pour ses enfants transparaît dans sa musique. This Is My Song, 1967, écrit par Charlie Chaplin, porte une chaleur maternelle. Chaque note était pour eux, même de loin, dit-elle dans Radio Times, 2010. Elle s'efforce de se reconnecter, assistant aux expositions de Barbara et aux concerts de Patrick. Ils sont ma plus grande fierté, déclare-t-elle dans Le Figaro, 2020. En 1985, elle compose My Love, une ballade pour ses enfants, interprétée à l'Olympia. C'était mon excuse, ma promesse, confie-t-elle dans Le Temps, 2015. Ses enfants pardonnent ses absences. Maman nous a donné le monde, même si elle n'était pas toujours là, dit Catherine dans Gala, 2020. En 1990, Petula organise une retraite familiale dans son chalet suisse, où ils chantent ensemble autour d'un feu. Ce soir-là, j'étais juste leur mère, se souvient-elle dans Paris Match, 2015. Cette réconciliation, forgée dans le temps, révèle une femme qui a donné son cœur à son art et à sa famille, malgré le prix à payer. Le geste qui a changé l'histoire 1968 et son impact. En 1968, Petula Clark entre dans l'histoire, non pas avec une chanson, mais avec un geste spontané qui défie les normes raciales en Amérique. Lors de l'enregistrement de son émission spéciale Petula sur NBC, elle partage la scène avec Harry Belafonte, une icône des droits civiques. Leur duo sur On a Path of Glory, une ode à l'unité, est marqué par un moment impromptu, ému, Petula pose doucement la main sur le bras de Belafonte. Chrysler, le sponsor, s'indigne, craignant qu'une femme blanche touchant un homme noir à la télévision nationale ne choque le public sudiste et nuise aux ventes. C'était absurde, profondément insultant, se souvient Petula dans The Guardian, 2000. Avec Claude, elle refuse de couper la scène. Ce geste était humain, pas politique, insiste-t-elle dans Variety, 2010. Diffusée sans censure en avril 1968, l'émission devient un moment historique, survenant quelques semaines après l'assassinat de Martin Luther King Jr. Belafonte salue son courage, Petula a tenu bon, sans fanfare, Iboni, 1970. Les réactions sont mitigées. Les défenseurs des droits civiques célèbrent sa solidarité, qualifiant l'instant de « moment de grâce », 1968. Cependant, un contre-coup discret suit. Plusieurs chaînes américaines réduisent ses apparitions, et des contrats publicitaires s'effacent. J'ai perdu des opportunités, mais pas ma dignité, confie-t-elle dans The Times, 2005. Cet incident, survenu en pleine lutte pour les droits civiques, révèle la puissance de son intégrité. Je pensais que la musique transcendait les barrières. J'ai appris qu'elle pouvait aussi les exposer, dit-elle dans Billboard, 1995. Petula évite de transformer cet événement en croisade publique, refusant interviews et conférences de presse. Je ne voulais pas être une cause, explique-t-elle dans The Independent, 2010. En 1969, elle dédie On a Path of Glory à l'unité lors d'un concert à l'Olympia, attirant 2000 spectateurs. Ce soir-là, j'ai chanté pour le changement, confie-t-elle dans Le Figaro, 2015. Elle décline des projets américains, comme une résidence à Las Vegas, pour se concentrer sur l'Europe. En 1970, elle chante à Harlem avec Belafonte pour une collecte de fonds pour les droits civiques, un événement discret mais symbolique. C'était ma façon de continuer le combat, dira-t-elle dans Le Temps, 2020. Cet incident, bien que subtil, ancre son héritage comme une artiste qui a défendu l'humanité dans un monde divisé. Une réinvention théâtrale ou la scène comme refuge. Dans les années 1970, Petula Clark délaisse la course aux hits pour le théâtre, cherchant un médium qui offre profondeur et authenticité. La scène m'a donné une vérité que les charts ne pouvaient pas, confie-t-elle dans The Stage, 1990. En 1981, elle incarne Maria dans The Sound of Music au West End de Londres, insufflant une tendresse maternelle à Edelweiss et My Favorite Things. J'ai trouvé Maria dans les yeux de mes enfants, dit-elle dans The Guardian, 2000. La production, jouée 18 mois, attire 500 000 spectateurs. En 1993, son rôle de Norma Desmond dans Sunset Boulevard d'Andrew Lloyd Webber est un triomphe, lui valant une nomination au Laurence Olivier Award. Norma était mon miroir, une femme hantée par la gloire, réfléchit-elle dans The Telegraph, 2005. Sa performance, mêlant vulnérabilité et grandeur, touche les spectateurs qui perçoivent son propre parcours dans le rôle. En 2019, à 86 ans, Petula rejoint la production londonienne de Mary Poppins, interprétant la femme aux oiseaux avec Feed the Birds.
Sa douceur intacte émeut le public. Chaque note portait les souvenirs de ma vie, confie-t-elle dans The Times, 2019. Jouée 200 fois, la performance reçoit des ovations debout chaque soir. Elle continue d'enregistrer, collaborant avec des compositeurs français comme Francis Lay et Michel Legrand. Son album avec Charles Aznavour, 1971, mêle chansons et drames, tandis que Natural Love, 1985, explore des ballades introspectives. Je chantais pour moi, pas pour les charts, dit-elle dans Le Figaro, 1990. À Genève, elle écrit des poèmes et des chansons inédites dans son chalet alpin. L'écriture était ma thérapie, un moyen de digérer la célébrité, confie-t-elle dans Le Temps, 2010. Sa vie suisse offre un refuge. Elle organise des soirées avec des artistes locaux, discutant de musique et de littérature. Genève m'a permis de respirer, raconte-t-elle dans Point de vue, 2015. En 1988, elle réunit sa famille dans son chalet pour une retraite mémorable. Nous avons chanté autour d'un feu, ri ensemble où j'étais juste leur mère, se souvient-elle dans Paris Match, 2020. Pourtant, les regrets persistent. J'ai trop donné à la scène, pas assez à ma famille, admet-elle dans Gala, 2015. En 1995, elle joue dans Blood Brothers, un drame sur la maternité, qu'elle dédie à ses enfants. Ce rôle était ma confession, confie-t-elle dans The Stage, 2000. Cette réinvention théâtrale, combinée à ses réflexions privées, révèle une artiste en quête d'équilibre entre art et vie. Réflexion tardive et un héritage immortel. À l'approche de ses 90 ans, Petula Clark s'ouvre sur le coût émotionnel de sa carrière. Dans The Guardian, 2020, elle confie « J'ai donné mon enfance à la guerre, ma jeunesse à la musique et une partie de mon cœur à mes enfants. » Son mariage avec Claude Wolff, fragilisé par des décennies de distance, devient platonique dans les années 2000. En 2013, elle confirme leur séparation émotionnelle, bien qu'ils restent mariés jusqu'à la mort de Claude en mars 2024. Nous nous aimions, mais la vie nous a séparés, partage-t-elle dans The Telegraph, 2024. À 92 ans, Petula vit dans un appartement modeste à Chelsea, Londres, mais conserve son chalet suisse et sa maison à Genève. La Suisse est mon sanctuaire, confie-t-elle dans Le Temps, 2025. Son héritage est colossal. Avec 68 millions de disques vendus, Downtown reste un hymne mondial, cumulant 30 millions d'écoutes sur Spotify. Le documentaire Petula Clark, A Sign of the Times, 2020, sur BBC attire 5 millions de téléspectateurs, ravivant l'intérêt pour son catalogue. Sur TikTok, Ino A Place inspire des milliers de reprises par la génération Z. La voix de Petula est intemporelle, déclare Angèle dans Vogue, 2022. En 2023, une exposition à Londres, Petula Clark, The Voice of a Nation, présente ses costumes, disques et lettres de soldats, attirant 60 000 visiteurs. Epsom inaugure une statue en son honneur en 2024, gravée de Chérie chantante. Petula, c'est l'âme britannique qui chante à travers le temps, écrit The Times, 2024. Ses poèmes et chansons inédits, commencés dans les années 1980, sont prévus pour une publication en 2026, sous la supervision de Barbara et Patrick. Ce sont le cœur de maman sur papier, confie Barbara dans Gala, 2025. En 2025, une réédition de Downtown atteint le top 10 en France, prouvant son attrait durable. Petula réfléchit avec grâce, ma voix a raconté mon histoire, dans la joie comme dans la douleur, dit-elle dans Le Figaro, 2025. Son geste de 1968 avec Belafonte, ses triomphes théâtraux, et sa résilience font d'elle une pionnière. Chaque année, les fans se réunissent à Epsom, chantant This Is My Song devant sa statue. Petula nous a appris à chanter à travers les tempêtes, écrit The Independent, 2025. En 2024, un festival à Genève célèbre son héritage, attirant 10 000 spectateurs. Ses écrits inédits promettent une Petula intime, explorant la foi, l'amour et la réconciliation. Ma vie a été une chanson, avec ses hauts et ses bas, confie-t-elle dans Paris Match, 2025. Son héritage, porté par sa musique, ses enfants et ses fans, brille plus fort que jamais. Votre moment Petula Clark? Quel est votre moment préféré de Petula Clark? Downtown? Son geste avec Belafonte? Son rôle dans Mary Poppins? Partagez dans les commentaires. Que pensez-vous de ces poèmes inédits? Mérite-t-elle une médaille d'honneur? Donnez un pouce bleu, abonnez-vous et activez la cloche. Cliquez sur la vidéo suivante pour découvrir d'autres icônes. Merci d'honorer Petula Clark avec nous.